Numidia Podcast, le moment d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre. Avec des invités dans le domaine de la santé mentale et physique, du sport et de l'entrepreneuriat. Chaque épisode est un moment unique de découverte, de partage et d'apprentissage. Rejoignez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Amanda, bienvenue à notre podcast, Numidia Podcast. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Notre rencontre a été faite via les réseaux sociaux, donc en fait on ne se connaît pas avant ça. J'ai été agréablement surpris de découvrir en avant-première ton ouvrage et qu'on va présenter aujourd'hui, entre autres. On va te présenter aussi, mais on va aussi présenter ton ouvrage, donc Cuisiner le monde. Sans sucre. Sans sucre. Ah, c'est important. Ça, c'est le point le plus important. Alors, avant de parler de ton livre, moi, j'aimerais un petit peu te découvrir personnellement. Et j'ai un petit peu découvert à travers le livre, puisque tu te présentes aussi et tu présentes un peu ton parcours. Mais pour les gens qui n'ont pas encore le livre, on ne va pas expliquer avec détail tout ce qu'il y a dans le livre, mais j'aimerais un petit peu savoir. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu es de Bruxelles, tu es de Belgique. Oui, je suis belge. Tu es belge. Je suis née en Belgique, mais je suis d'origine congolaise, ma famille du Congo, RDC. D'accord. Et donc, je vis maintenant en Angleterre. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée des recettes sans sucre qui peuvent s'adapter à toute personne, donc selon les origines, selon leur santé aussi. Parce que de nos jours, le sucre fait énormément de dégâts. Et pour moi, c'est important de faire passer ce message. Mais c'est pas arrivé juste comme ça. C'est aussi à travers mon expérience et ce que j'ai pu vivre. Donc, c'est par rapport à ma santé que j'ai décidé, il y a 5 ans, de changer quelque chose. D'accord, donc en fait, c'est une mission personnelle, on va dire. C'est une mission personnelle, ça a commencé personnellement et puis je me suis rendu compte que ça touchait énormément de personnes. Il y avait beaucoup de personnes en souffrance aussi et beaucoup de personnes qui étaient addictes. On ne parle pas souvent de l'addiction au sucre. On parle souvent d'autres drogues, mais en fait, le sucre est considéré aussi comme une drogue 8 fois plus addictive que la cocaïne même. Très bien. Ben, écoute, moi, j'aime bien les gens avec des missions. Donc, j'aime bien les gens qui sont inspirés avec des missions dans la vie. Je pense que c'est quand on a une mission, même si on n'arrive pas à changer totalement les choses, en tout cas, on s'en rapproche. Et je pense que ça nous permet aussi de moins s'éparpiller dans la vie et d'avoir une ligne directrice. Par rapport à ton parcours pour en arriver là, est-ce que toi, tu as été très tôt mêlé à une nutrition sans sucre? Est-ce que tu as été éduqué à une nutrition sans sucre? Pas du tout. Okay. Pas du tout. De mes origines, je suis congolaise belge. On mange, on aime beaucoup la nourriture. Ça n'est pas partie seulement du côté nutritionnel, mais plus souvenirs, chaleur, famille. Et donc, la nourriture a toujours été présente. Et je pense qu'elle est présente chez beaucoup de personnes dans plusieurs moments de leur vie. Donc, la nourriture... c'est à plusieurs cases. Et le côté nutritionnel n'était pas vraiment mis en avant. On mange pour se faire plaisir, on mange pour se nourrir. Mais le sucre... je n'avais absolument aucune idée de sa présence, à part le sucre blanc. C'est ce que tout le monde imagine. Donc, quand on pense au sucre, on pense en fait au sucre blanc. Mais on ne s'imagine pas qu'il y a du sucre en fait dans tout. D'accord. Et d'après ce que j'ai compris, tu t'es formé donc à la nutrition. Voilà. D'abord. Ouais. Donc quel est un peu ton parcours à ce niveau-là? Ouais. Donc en fait, quand j'ai décidé de changer mon alimentation pour une alimentation faible en sucre, glucides, j'ai commencé à me documenter. Et je trouvais ça en fait incroyable parce que j'étais en surpoids, j'avais mon cholestérol qui était haut, ma santé était complètement
patraque suite aussi à ma grossesse. Et en fait, j'ai décidé de changer mon alimentation pour une alimentation cétogène, low carb. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids et surtout que ma santé s'était vraiment améliorée. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'en arrêtant, en diminuant la consommation des sucres, en augmentant le gras, donc ça c'est le principe un peu de l'alimentation cétogène, j'arrive à être en si bonne santé. Donc moi je suis quelqu'un qui aime bien aller au-delà de ce qu'on voit. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'aux États-Unis, mais que je connais bien parce que j'y ai vécu, et de rencontrer les piliers en fait de cette alimentation, de ce mouvement sans sucre qui est assez grand aux États-Unis. Et de là, j'ai rencontré des docteurs comme Dr Westman, qui est en plus aussi dans mon livre, et d'autres docteurs. J'ai rencontré des personnes qui étaient diabète de type 2, qui étaient en rémission, des personnes qui avaient des troubles mentaux, bipolarité et compagnie, qui, en changeant leur alimentation, en fait, ont carrément ont amélioré leurs conditions. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'aille encore plus loin. J'ai aussi envie d'aider les personnes. Et je me suis donc formée en nutrition et sport dans un premier temps, ici en Angleterre. Et puis après, j'ai fait une formation reconnue en Angleterre par les services publics pour pouvoir aider les personnes en nutrition, mais aussi pouvoir parler de nutrition. Voilà, parce qu'on parle quand même de la santé des gens. Je ne peux pas juste venir partout ou même sur les réseaux et dire n'importe quoi. J'avais besoin de ce bagage quand même, qui en plus, côté francophone, est très important. On aime bien mettre des titres. Oui. Voilà. En Angleterre, c'est pas encore comme ça. Ou côté anglo-saxon, du moment que tu fais ton taf et que tu aides les personnes et qu'ils ont des résultats, c'est des aides. Donc voilà. Mais voilà, donc je me suis formée en nutrition générale, puis conseillère en nutrition. Donc c'est pas mon job full-time, mais je le fais et j'aimerais bien éventuellement dans le futur peut-être faire ça tout le temps. D'accord. Et tu as donc, d'après ce que j'ai compris, tu as aussi un peu parcouru le monde, donc tu connais un petit peu, parce que ton livre, c'est quand même Cuisiner le monde, donc c'est un peu, on va le dire, c'est revisiter des recettes traditionnelles. Et donc, je suppose que ça vient aussi du fait que tu es un peu bougé, que tu es un peu voyagé, etc. C'est ça ? J'ai voyagé, mais j'ai aussi rencontré énormément de personnes. J'ai grandi en internat. Donc, à l'internat, il y avait des personnes qui venaient de partout, ici en Belgique. Aussi, je travaille pour une boîte internationale il y a plus ou moins 20 différentes nationalités rien que dans mon département. C'est une boîte japonaise très connue. Et du coup, j'ai toujours été en contact avec des personnes qui venaient de partout. Donc ça aussi. Et puis, j'adore voyager. J'ai vécu aux États-Unis, je vis en Angleterre, j'ai vécu un peu en France. Enfin, j'ai vécu un peu partout. Et ça, en fait, tous ces voyages, en fait, m'ont nourri physiquement et aussi psychologiquement et gustativement parlant. Et voilà, donc c'est l'influence de tout ça, ce livre. Ouais. Bah oui, on associe souvent le voyage et la nourriture. Donc, quand les gens qui aiment voyager, généralement aiment bien manger. Donc, en général, ça va ensemble. La découverte d'une culture, c'est aussi à travers la nourriture. Et donc, souvent, c'est les saveurs, les odeurs, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta culture, etc. Et qu'est-ce qui fait que quand on va, par exemple, cuisiner tes recettes, on va découvrir... est-ce qu'on va découvrir aussi des odeurs ? Est-ce qu'on va découvrir aussi... parce que souvent, on allie le sucre, évidemment, à des saveurs. Et donc, forcément, quand on va cuisiner avec des aliments un peu plus sucrés, etc., on allie ça souvent à de la saveur. Et on dit, ah ouais, s'il n'y a pas de sucre ou... pour le coup aussi, s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur dans les repas. Qu'est-ce que toi, tu répondrais, par exemple, à quelque chose comme ça ? En fait, c'est un peu l'erreur que tout le monde pense, de penser que si on ne met pas de sucre, c'est pas bon.
Voilà. Donc, par exemple, quand on mange asiatique, tous les plats asiatiques, c'est assez compliqué de trouver des plats sans sucre. Ouais. Il y a du sucre vraiment partout. Mhm. Mais c'est aussi les épices, c'est le gras. Donc en général, les gens retirent le gras parce que ça, c'est mauvais pour la santé. Mais on utilise les épices, le gras, le sel, parce que nous, on utilise dans mon alimentation, on utilise aussi du sel. Ouais. Et ben en fait, les parfums remontent et c'est agréable et c'est bon. Et il y a aussi des alternatives qui existent au sucre, que évidemment le sucre est moins cher, donc on entend plus parler de sucre. Mais il y a la stevia qui est quand même une plante, il y a l'érythritol et tous ces produits-là sont en magasin en fait, mais on les connaît pas. Alors on va se dire ah bah non, sans sucre c'est pas possible. Et c'est des sucrants en fait, des édulcorants qui existent, qui ne font pas monter notre glycémie, donc c'est-à-dire le sucre qui est dans notre sang. Et en fait, c'est des polyols, ça s'appelle comme ça, qui vont directement dans nos urines. Donc, ce qui est vraiment idéal pour toutes les personnes qui sont diabétiques ou même toutes les personnes, toutes les personnes qui décident de diminuer leur consommation des sucres. Eh ben, c'est des alternatives qui sont très bonnes et qui ont un pouvoir presque aussi sucrant que le sucre. Super, bah écoute, ça a l'air très clair en tout cas. Les gens souvent, tu l'as dit tout à l'heure, les gens retirent le gras parce qu'ils considèrent que c'est mauvais pour la santé. Euh, alors, évidemment, dans le milieu de la nutrition, on a plusieurs églises, chacun prêche pour sa paroisse, comme on dit. Donc, il y a l'école du sans sucre ou très peu de sucre. Il y a l'école du sans gras. Il y a l'école du hyperprotéiné. Ouais. Donc chacun un peu voilà. Et dans ce monde-là, souvent les gens ont du mal à se retrouver, ont du mal à savoir qu'est-ce qui est quoi. Alors ce que j'apprécie avec toi par rapport à d'autres personnes, d'autres nutritionnistes ou spécialistes en nutrition, c'est que c'est très théorique et qu'ils n'ont pas dû passer par un processus de changement physique ou pour leur santé, et donc n'ont pas expérimenté la théorie sur eux-mêmes. Dans ton cas, on voit, en tout cas moi j'ai pu voir un petit peu les changements physiques par lesquels tu es passé éventuellement, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces changements-là par lesquels toi tu as passé, ton expérience personnelle? Voilà. En fait, les changements physiques, parce que quand on décide d'adopter une alimentation faible en glucides, donc allez, on va appeler un chat un chat. On parle d'alimentation cétogène ou d'alimentation low carb. Donc on va diminuer notre consommation des sucres à 5% même. Donc, allez, pour vous donner une image, en moyenne, une personne normale, dite normale dans une alimentation normale, va consommer entre 250 grammes et 300 grammes de sucre. Donc, je sais que c'est dur à s'imaginer, mais quand on prend un paquet de sucre blanc et qu'on met sur une balance, en fait, des cuillères et qu'on arrive à 250 grammes, on se dit, moi, je mangerai jamais ça. Mais le jus d'orange, la baguette de pain, le chocolat, enfin, tout ça, là, en fait, c'est emmagasiner énormément de sucre et ça vous crée, en fait, des dégâts, pas seulement sur le poids, mais aussi sur les hormones et plein d'autres choses. Ouais. Et en fait, en changeant mon alimentation pour une alimentation keto low carb, j'ai perdu du poids. J'ai perdu énormément de kilos. En un an, j'ai perdu 25 kilos. Puis après, je suis tombée enceinte et puis j'ai reperdu 25 kilos. Donc au total, presque 55 kilos. Voilà. Mais c'était en fait la conséquence de ce changement d'alimentation. Voilà. C'était pas au départ, c'était le but, clairement, comme plein de gens qui adoptent une alimentation comme ça. C'est bon, je veux perdre du poids. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est juste une des conséquences de ce changement d'alimentation. Et en fait, quand tu changes ton alimentation, ton corps te dit merci. Tu te sens bien, t'es plus clairvoyant, tu as plus d'énergie. Ce regain d'énergie, on en a besoin. Tu manges moins. Donc aussi, c'est très lié avec le jeûne. L'alimentation cétogène, en fait, mimique le jeûne. Donc, parce que quand on jeûne pendant une longue durée, notre corps va créer des corps cétoniques. Et en fait, c'est la même chose avec l'alimentation cétogène. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'alimentation keto. Ouais. Je vais prendre un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui.
c'est ce qu'on appelle un peu le body shaming ou Ouais. tout ce qui est à voir avec, bon, c'est un terme anglophone, mais c'est plus à voir avec le, 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 le fait de discriminer Mhm. une personne pour son physique. Ouais. Donc, principalement, on va utiliser ce terme-là pour les personnes qui sont plutôt en surpoids ou plutôt obèses. Euh, et ce qui m'intéresse dans ton discours à toi, c'est que tu ne dis pas que l'objectif principal, c'est de perdre du poids, mais l'objectif principal, c'est être en bonne santé. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on dit aux gens qu'ils doivent perdre du poids, on pense tout de suite qu'ils doivent perdre du poids parce qu'ils sont en surpoids, parce qu'ils sont, Esthétique c'est aussi. l'esthétique, etc., etc. Mais clairement, l'objectif est toujours un objectif de santé. Mhm. Et on sait par définition que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, que quand il est en surpoids, il a beaucoup plus de chances d'avoir des maladies et des problèmes, que ce soit cardiovasculaires ou autres. Et on sait que quelqu'un de plus léger Mhm. va vivre aussi plus longtemps. Donc l'espérance de vie est plus longue pour quelqu'un qui Mhm. est d'un poids plus ou moins léger. Bon, léger, c'est toujours voilà, Très relative. très relatif. Ah ouais. Mhm. Euh, et puis, on a le côté aussi extrême à l'envers. Donc, on a Ouais. les personnes qui sont extrêmement maigres. Ça ne veut pas dire qu'elles ont aussi une alimentation correcte. Donc, toi, tu te situes où dans cette espèce de... C'est assez compliqué parce que parfois il y a des personnes qui vont dire ouais mais Amanda t'étais bien avant quand tu faisais 25 kilos bon voilà. Et il y a dans plusieurs cultures aussi une femme bon je pense j'estime que je reste un peu pulpeuse mais voilà une femme avec des formes et tout voilà Ouais, c'est vraiment synonyme de féminité ouais, mais là c'est vraiment une question de santé. Euh, et je c'est vraiment difficile de juger parce que même une personne mince, parce que par exemple en Chine, ouais. on voit quand même des personnes qui sont très minces Mhm, et qui mangent. Mais en fait, il y a aussi culturellement, au niveau de l'ADN, il y a mhm. certaines cultures ou certains, enfin, par exemple les Asiatiques, ils n'ont pas cette facilité à créer du gras. Ouais. Voilà. Mhm, Donc, on se retrouve avec des personnes minces, mhm. mais diabétiques. Ouais. Voilà. Donc, il y a la génétique aussi qui joue. Donc, c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en bonne santé. Et c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on est en mauvaise santé. Parce que ça peut être aussi hormonal. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est assez compliqué de vouloir dire, de mettre en fait des personnes dans une case en disant ah ben toi, tu manges pas bien. Alors, bon, enfin, si t'es grosse, c'est parce que tu manges pas bien. Si Ouais. t'es mince, parce que tu manges bien. Ben, en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a le côté hormonal, Il y a il y la a aussi génétique, la génétique, la situation financière aussi. On peut pas mhm, juger. Il y a des gens bien sûr, qui n'ont pas le choix que de manger des choses qui sont pas forcément bonnes pour leur santé. clairement. Ou Ouais. il y a l'éducation. Mhm, Voilà, si on n'est pas... Enfin, j'étais choquée de voir, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien en nutrition. Je trouve que ça devrait être basique, ça devrait être les fondements en primaire, en maternelle même, de expliquer. Je sais qu'il y a ils essayent à l'école, mais encore... c'est pas encore clair, quoi. Il y a mhm, plein de gens, je leur demande c'est quoi les macronutriments, il y a personne qui peut me répondre, voilà. Et de savoir aussi l'impact du sucre sur ouais. notre santé. Ben après, tu parles d'éducation, justement, je vais rebondir là-dessus. On a dans l'éducation, enfin, en tout cas, ma génération, elle a Mhm. grandi avec la pyramide alimentaire. Ouais. Et on va en parler parce que c'est important de la revisiter, je pense. Voilà. Mhm. Puisque, Non, revisité d'ailleurs, hein. Maintenant, oui, c'est My Plate, c'est même plus la pyramide. c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce que, voilà, quel est ton avis sur cette pyramide alimentaire? Est-ce que, elle serait toujours correcte et d'actualité? Est-ce que on devrait plus, voilà, revoir un petit peu les Mhm. bases de cette pyramide alimentaire, où on a construit évidemment la base de notre nutrition sur le blé Voilà. et les produits laitiers. Donc, C'est marrant parce que on a l'impression, parce que voilà, on vit depuis
Bon, moi, j'ai la trentaine. Enfin, on vit depuis un certain moment et on se dit que ça existe depuis toujours. Mais non, le pain, le blé et tout, l'agriculture, c'était pas il y a si longtemps que ça, en fait. Hein. On parle de 200 ans. Enfin, on parle de plusieurs années, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'on mange du pain et que ça s'est instauré dans notre alimentation. Ouais. Donc, ouais, j'ai perdu le fil. La pyramide. Ouais, la pyramide, voilà. La pyramide alimentaire, on a bien capté que ça fonctionnait pas, vu qu'il y a de plus en plus de diabétiques, peu importe le pays. Donc, ils ont même changé, donc l'OMS a changé et maintenant c'est MyPlate. Donc maintenant c'est plus un plat qui divise en sections et ils vont vous dire il faut manger ça et ça et ça et ça. Parce que la pyramide alimentaire au final ça voulait rien dire. Voilà. Et en fait dans l'alimentation cétogène, low carb, nous on fait le contraire de la pyramide alimentaire. Donc c'est vraiment la pyramide inversée, ce qui est assez marrant. Donc par exemple, tout ce qui est protéines, gras, c'est au top, c'est le plus important. Et puis après, en fait, on descend. Et le blé, les fruits, c'est un peu moins. D'accord. Ouais. D'accord. Et est-ce que pour toi, donc, d'après ma compréhension, tu es vraiment axé sur cette alimentation cétogène. Est-ce que pour toi, tu la conseillerais vraiment à tout le monde? Ou est-ce que j'ai eu une invitée, Jennifer, qui elle est coach et aussi nutritionniste, et elle parlait aussi de ce type d'alimentation, et dans les commentaires, par la suite, après ce podcast, j'ai une personne qui me disait qu'elle trouvait que ce n'était pas correct de diriger les gens uniquement vers ce type d'alimentation parce que elle trouvait que ça ne convenait pas spécialement à tout le monde. Alors, justement, dans ce monde où on essaye vraiment d'avoir un seul point de vue, j'aimerais avoir un peu ton point de vue là-dessus sur est-ce que ce serait vraiment conseillé à tout le monde ou est-ce que c'est à prendre avec modération et plutôt adapté en fonction au cas par cas? Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Après, la réduction des sucres, c'est tout le monde. Ouais. Il faut réduire cette consommation des sucres qui est excessif. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Maintenant, il y a des degrés. Voilà. Et on parle d'alimentation low carb, donc c'est-à-dire c'est un peu plus modéré. On est plus à 100 grammes de glucides par jour. Et puis, il y a une alimentation cétogène où on est un peu plus strict. Moi, je suis stricte avec moi-même parce que je me considère comme une personne addicte au sucre. Voilà. Donc, vu que je suis addict au sucre, c'est comme si vous demandiez à un alcoolique, oui, mais tu sais quoi, de temps en temps, tu peux boire une bière. Non. Ouais. Je ne m'accorde pas ça. Je mange du sucre, évidemment, à travers certains aliments, parce qu'on ne peut pas enlever le sucre des légumes, des fruits et compagnie. Mais je ne vais pas manger tous ces aliments qui sont ultra transformés ou donner de l'énergie à mon corps qui n'a pas besoin. De nos jours, on se nourrit comme si on était des athlètes et qu'on allait courir des marathons. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est souvent très sédentaire, on est souvent assis. On ne peut pas se nourrir comme des athlètes. Voilà. Il y a des athlètes, ils sont en compétition, ils courent. C'est normal qu'ils ont peut-être besoin de plus d'énergie. C'est une énergie aussi qu'ils vont brûler. Nous, on est assis, on est sédentaire et on mange la même chose. C'est pas possible. Et en parlant d'énergie, est-ce que tu peux bien, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que tu peux faire un peu cette différence entre les différents types d'énergie? Parce qu'on on a l'énergie qui est utilisée immédiatement, donc celle qu'on consomme dans l'immédiat, et puis on a l'énergie qu'on consomme sur une plus longue durée, sur la journée. Est-ce que tu vas privilégier, par exemple, certains aliments qui vont plutôt donner de l'énergie sur du plus long terme, plutôt que des aliments qui doivent être consommés immédiatement et qui, s'ils ne sont pas consommés, vont être stockés? Oui. En fait, la plupart des personnes qui mangent normalement, en fait, vont fonctionner au glucose, le sucre. Pourquoi? Parce que notre corps aime le sucre. C'est l'énergie la plus rapide à utiliser. Mais le problème, c'est que quand on mange du sucre et du gras, le gras, il reste stocké.
Donc c'est pour ça qu'on diabolise souvent le gras, parce qu'on dit, bah voilà, tu as mangé du gras, et ben, il reste OK. Mais le sucre, en fait, une fois que tu manges du sucre, bah, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, tu as besoin de remanger. Donc c'est vraiment un peu un cercle vicieux. Voilà. Et quand on décide de réduire sa consommation des sucres, il faut évidemment un autre carburant. C'est parce que c'est comme si tu conduis une voiture et en fait, tu ne lui mets pas d'essence. Mais ton corps a besoin de fonctionner. Et donc, l'autre carburant, bah, c'est le gras, par exemple. Ça peut être le gras. Pourquoi? Les protéines peuvent aussi être un carburant parce que, voilà, si on en consomme énormément, je parle vraiment d'énormément, ça peut se transformer en sucre aussi. Mais le gras, c'est une source d'énergie dont on n'a pas forcément besoin de manger énormément et qui va nous donner une satiété de plus ou moins 4-5 heures. Donc, on ne va pas manger tout le temps parce qu'on est rassasié. Donc, déjà, à ce niveau-là, on est bien. Et ensuite, notre cerveau ne peut pas fonctionner avec du gras. Donc, c'est pour ça que plein de personnes vont dire, oui, mais notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Mais notre corps, en fait, a cette capacité de produire une autre source d'énergie qui s'appelle les cétones, voilà, qui sont produites par le foie et qui vont alimenter notre cerveau. Et c'est marrant parce que plein de gens me disent, oui, mais c'est une alimentation un peu bizarre. Mais il y a plein de populations qui ne mangent pas 3 fois par jour. Il y a plein de populations qui mangent qu'une fois par jour. Les bébés sont en cétose, en fait, parce qu'ils ne mangent pas avant la diversification alimentaire. Mais ils ne mangent pas du sucre. Ils sont au lait maternel. Et en général, ils sont en cétose aussi. Donc, c'est en fait très... l'alimentation cétogène se rejoint un peu au paléo. Enfin, c'est... justement, j'allais aborder ce thème-là parce que si on reprend le fonctionnement de nos ancêtres, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient pas d'assurance de manger régulièrement des repas. Et donc, par définition, ce qu'ils mangeaient, c'était plutôt des choses qui allaient pouvoir créer de l'énergie sur du long terme. Donc, des choses plutôt caloriques. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la valeur calorique du gras est beaucoup plus élevée que celle du sucre. Et donc, par définition, si on va vouloir avoir suffisamment de calories pour sa journée, on va plutôt se diriger vers le gras et les protéines, évidemment, parce que ça va être une nourriture extrêmement intéressante pour tout notre corps, pouvoir reproduire des cellules, pour pouvoir... ça concerne les cheveux, ça concerne la peau, ça concerne tout ça. Or que le sucre va être un aliment dont on va avoir besoin, mais dans un moment très précis et immédiat qu'on va stocker éventuellement pour une future utilisation. Mais pour les personnes sédentaires, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de consommer autant de sucre ? Moi, je le vois, par exemple, ici, on est entouré d'institutions européennes. On est dans le quartier européen. Et je le vois régulièrement que quand je sors à midi ou après les heures de bureau, les gens sont dans les pâtisseries, les gens sont dans les cafés à côté en train de consommer énormément de sucre. Sans spécialement savoir quelle va être l'utilisation de ce sucre-là. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais éventuellement, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait toujours avoir, par exemple, parce que souvent aussi c'est le lien social. Le sucre, c'est le lien social, les anniversaires, les soirées, les amuse-gueules, tout ça. Donc on a envie de partager ces moments-là dont tu parlais au début. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient quand même avoir un lien social sans spécialement se diriger vers une alimentation riche en sucre? C'est vrai que comme tu dis, l'alimentation est vraiment liée aux émotions. On mange plus par plaisir que besoin. Voilà. De nos jours, on mange plus par plaisir que par besoin. Par exemple, là, à l'instant, j'ai jeûné, pas parce que j'avais envie de jeûner, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mais mon corps me demande pas plus. Je vais manger tout à l'heure parce que j'ai quand même besoin d'une certaine source d'énergie pour fonctionner. Mais mon corps n'en a pas besoin. Je ne vais pas automatiquement m'arrêter quelque part et acheter quelque chose juste pour le fait de manger. Parce que je vais tomber dans les pommes. On dit souvent, tu vas manger. Il faut que tu manges vite, il faut que tu manges le matin parce que tu vas tomber dans les pommes. Ce que je recommande, c'est déjà de pas forcément manger des féculents à chaque repas. Ce n'est pas nécessaire. Voilà.
je le fais aussi avec mes enfants, j'ai deux petites filles, où je vais favoriser peut-être un repas où il y aura des pâtes, où il y aura du riz, mais les autres repas, ce sera plus protéines et légumes. Voilà, parce qu'elles n'ont pas besoin d'autant de sucre. Voilà. Maintenant, quand je suis, dans mon cas, si par exemple je vais en Italie et qu'il y a la meilleure pizza faite par la mama, la nonna, évidemment, je vais goûter. Mais est-ce que j'ai besoin de finir toute la pizza? Est-ce que c'est un besoin vital? Non. Ouais. Je vais pas tout finir, mais je vais goûter. Voilà. Il faut que ça soit exceptionnel. Et je veux manger de la qualité. Je veux manger de la qualité, voilà. Je l'ai dit. Je veux manger de la qualité. Je peux pas juste manger par quantité, me remplir, donner de l'énergie pour rien. Et je trouve que les personnes aussi devraient en fait avoir un peu cette logique. Tu te nourris parce que ton corps en a besoin. Les événements sociaux et tout, c'est normal. Tu vois, là, c'est un anniversaire, c'est un mariage, tu manges. Mais est-ce que tu as besoin de manger autant? Est-ce que tu as besoin de... moi, ça m'horrifie toujours à Noël, ou même parfois quand je regarde les repas de Ramadan. Mais pourquoi vous mangez autant, en fait? C'est pourquoi? Enfin, voilà. Ça, c'est important de le dire, mais vraiment revenir à l'essentiel. Il y a des moments bien précis où tu peux manger. Évidemment, tu vas manger tu as envie de manger ton gâteau. Bon, il y a plein d'alternatives dans mon livre, j'ai envie de dire. Mais voilà, tu as envie de manger un gâteau de la meilleure pâtisserie. Goûte-le, évidemment, goûte-le. Mais tu n'as pas besoin d'en manger tous les jours. Ouais. Ouais. Il y a une règle que moi j'aime beaucoup. C'est la règle du 85-15. Donc en fait, c'est une règle dont certains nutritionnistes prêchent. C'est 85% de ton alimentation doit être, on va dire, carré. Donc c'est-à-dire que carré, c'est un peu un mot très très fort, mais plutôt dans un cadre où tu respectes ton corps et où tu manges des choses qui sont plutôt utiles pour ton corps. Et 15% peuvent être du plaisir. Et je trouve que ça représente beaucoup ce que tu dis, parce que ça veut dire que l'exception existe et que le plaisir existe, il a sa place. D'ailleurs, quand j'ai parcouru ton ouvrage, on voit qu'il y a du plaisir. Déjà, il y a du plaisir à le regarder, parce que c'est un très bel ouvrage. Je t'ai fait le commentaire avant qu'on commence l'enregistrement, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très plaisant à l'œil, déjà à voir, qui est facile à lire aussi. Les caractères sont bien choisis, donc tout est assez confortable au niveau de la lecture. Mais c'est aussi ce côté visuel qu'on attache à la nourriture. Je trouve que c'est important d'avoir un plat avec des couleurs, suffisamment de couleurs et assez variées, parce que souvent on mange avec les yeux. Et donc, même si on mange des choses qui sont saines, on peut manger toujours avec les yeux. Et je trouve que ton ouvrage représente bien ça. Donc ça, c'est... voilà, c'est... Et juste pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, je gagne rien à faire la promotion de ce livre. Je prends pas je prends rien là-dessus, pas de commission, rien du tout. Mais c'est important de montrer quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Je pense, en tout cas pour moi, c'est important de montrer et d'applaudir ça, parce qu'on est dans un monde où on surproduit. Mais on fait très peu de bonnes choses. Donc, quand il y a une bonne chose, il faut le mettre en avant. Ça, c'était la petite parenthèse. Pour retourner à ce que je disais tout à l'heure, le 85-15, je pense que ça représente beaucoup ce que toi, tu es en train de dire. Donc, on laisse place à l'exception. Parce que toi, je suppose que tu de temps en temps, tu es amené à retourner dans ta famille, à voir tes proches, etc., etc. Et je ne pense pas qu'ils changent spécialement leurs habitudes ou leurs... Tout le monde sait, tout le monde est au courant, voilà. Tout le monde est au courant, donc en général, ils vont faire en sorte d'adapter, mais pas forcément adapter dans le sens où je peux manger la même chose, sauf que je vais peut-être manger une alternative au riz. Au lieu de manger du riz normal, je vais manger du riz de chou-fleur. On vit dans un monde où il y a tellement d'alternatives qu'on peut trouver en supermarché. Là, mon riz de chou-fleur, on peut le trouver au Delhaize, par exemple. Voilà, on peut le faire nous-mêmes. Donc, des exceptions parfois, mais je me connais.
par rapport à mon addiction au sucre, voilà, il y a quelques jours, ma maman avait fait des beignets. Je me suis dit, allez, je vais en manger un. Et au final, je me suis retrouvée à en manger 10. Donc, je me connais. En fait, il faut se connaître, hein. Ouais. Il y a des aliments comme ça qu'on appelle en anglais trigger. Voilà, des aliments qui vont te réveiller tes démons. Ouais. Donc, voilà, je sais que j'ai pas de limite. Donc, je préfère me donner cette discipline, en fait. Ouais. Tu parlais tout à l'heure justement du jeûne du Ramadan, par exemple. Moi, je viens d'une culture maghrébine où on mange énormément de sucre et où les populations sont en général à haut taux de diabète très vite. Mon propre papa est diabétique. Je pense que souvent, en fait, même si on sait qu'on a des risques, c'est tellement plus fort que nous. Et c'est là où on voit que c'est une drogue, parce que c'est plus fort que soi. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ben ok, c'est telle occasion, et puis c'est telle occasion, et puis on va manger. Et moi, j'ai des personnes que je connais qui, pendant les mois de jeûne, prennent plus de poids que pendant l'année. Parce que ils vont aller dans l'excès, comme s'il fallait se féliciter d'avoir jeûné et se récompenser par la nourriture. Et donc, on crée un système justement de récompense. J'ai fait ça, donc je mérite ça. Et le problème, il est là, c'est que j'ai remarqué, moi, souvent dans les régimes, les différents régimes, alors que ce soit cétogène ou d'autres, on va en parler d'ailleurs si tu considères ça comme un régime ou plus un style de vie. Mais j'ai remarqué que les gens, quand ils sont en train de faire un régime, ils aiment bien se faire des cadeaux. Et donc voilà, je mérite parce que je fais ça. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce fonctionnement-là ? Je le vois souvent avec les personnes que j'accompagne. Elles vont perdre du poids, elles vont dire elles vont se récompenser en mangeant plus ou en mangeant quelque chose plus glucidique. C'est assez particulier, moi j'appelle ça du self-sabotage. T'as réussi, alors oui, ok, alors il faudrait que je sors, pas que je me fasse du mal, mais que je profite. Puis après, il y a ce sentiment de culpabilité. Mais pourquoi j'ai fait ça et je trouve ça dommage. Mais après, voilà, la vie, c'est pas juste constamment regarder ce qu'on mange. À partir du moment où on est conscient, donc moi, c'est ce que je conseille. Donc, si tu es conscient de ce que tu fais, tu as fait ton écart, tu t'es fait plaisir, tu as envie de passer à autre chose, tu passes à autre chose le lendemain. Mais quand ça devient consécutif et que voilà, j'ai fait un écart, ok, foutu pour foutu, demain, je vais manger autre chose, demain, c'est là en fait que le problème s'installe. Parce que notre corps a cette capacité en 5 à 8 semaines à s'adapter en fait à un certain style alimentaire. Donc par exemple pour l'alimentation cétogène, pour que tu sois céto-adapté, donc que ton corps comprenne que tu as changé de carburant, il faut 5 à 8 semaines. Et ça va aussi si tu deviens carnivore, végétarien, tout ça là. En fait, c'est ton corps qui s'adapte. Mais si tu continues ce self-sabotage, en fait, tu sors, t'es foutu, t'es foutu. C'est ça. Est-ce que on parlait tout à l'heure du lien avec la nourriture et des personnes éventuellement que tu accompagnes en suivi. Est-ce que la nourriture a toujours un lien psychologique avec tout le monde, ou est-ce qu'il y a des gens par exemple que tu dis c'est juste des mauvaises habitudes et qui sont faciles. Une fois qu'on change d'habitude, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ou est-ce qu'il y a des gens où il y a un travail psychologique à faire derrière ça ? Qu'est-ce que tu constates ? Effectivement, il y a beaucoup de personnes que l'alimentation est liée vraiment au psychologique, mais aussi parfois c'est juste des habitudes ou l'éducation, clairement. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas bien faire. Donc, il faut s'éduquer. Mais on se rend compte qu'il y a déjà ce besoin. Donc, quand je vois qu'il y a déjà ce besoin, on se dit, voilà, j'ai envie de changer mon alimentation, c'est déjà une première étape. Ensuite, on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des troubles du comportement alimentaire.
Et quand il y a des troubles du comportement alimentaire, quand je parle de troubles du comportement alimentaire, c'est par exemple la boulimie, Mhm. manger de trop sans se faire vomir. Il y a aussi se faire vomir, l'hyperphagie. Pardon, l'hyperphagie, c'est manger sans se faire vomir. Boulimie, se faire vomir. Quand il y a ces troubles-là, en fait, on se rend compte que, ou bien, il y a des personnes qui ne peuvent pas mettre un mot sur, par exemple, l'hyperphagie. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est en fait d'avoir des moments où on mange, mais tu ne te fais pas forcément vomir. Et ça, c'est de l'hyperphagie et c'est aussi un trouble du comportement alimentaire. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a souvent en fait un besoin de combler un vide. Mhm. Voilà, moi j'ai fait souvent des troubles d'hyperphagie. Il m'arrive encore même en cétogène. Mais au moins, je me dis, bon, au moins c'est keto, enfin, au moins c'est pas si mauvais. Mais il y a encore des troubles psychologiques où tu peux te faire suivre. Il y a des psychologues qui sont spécialisés en troubles du comportement Mhm. alimentaire. Ça remonte de l'enfance. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, comme je te disais là tout à l'heure, avec ce qu'on dit à nos enfants. Par exemple, leur dire, finis ton assiette, si t'as pas faim, s'ils n'ont pas faim, en fait, laissez-les, parce qu'un enfant ne va jamais se laisser mourir de faim. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est un peu comme les animaux, s'ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas, en fait. Ouais. Voilà. Et nous, c'est pareil. Et encore, ce truc de finir son assiette, de forcer, après, ça laisse des troubles chez les adultes. On se rend compte que on finit à chaque fois notre assiette, même si on n'avait pas faim. Voilà. Et ça peut entraîner des surconsommations d'énergie, comme on parlait, et prise de poids et d'autres. Quoi. Moi, mon constat, quand je t'écoute parler, et d'ailleurs, c'est un constat général de société, c'est qu'on surconsomme, donc dans tout. Et la nourriture, c'est un des marqueurs de consommation. Donc on surconsomme, on mange trop, sans modération et sans retenue. Est-ce que maintenant, si un de nos auditeurs t'écoute et que tu avais un conseil pour se diriger vers une meilleure santé, quelle est la première étape que tu lui conseillerais ? Déjà, de manger moins de produits transformés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par produits transformés ? C'est d'acheter tous ces gâteaux industriels au magasin. En fait, tout ce qui est un paquet. Voilà. Paquet, gâteaux, chips et compagnie. Limite, si tu as envie de faire tes gâteaux toi-même à la maison, au moins tu sais ce que tu mets dedans. Et donc, ça, c'est assez différent. Mais de constamment acheter, même faire une pizza soi-même. Maintenant, en plus, on a cette possibilité de trouver des recettes partout sur les réseaux sociaux. Donc, fais toi-même ta nourriture pour commencer, si c'est trop difficile. Mais arrêtez de prendre tout ce qui est transformé. Parce qu'il y a des sucres cachés, il y a des additifs qui impactent même notre ADN carrément. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, d'abord, commencer par ne pas manger d'aliments transformés. Transformés, voilà. Et puis, acheter ton livre. ça, c'est une évidence. Évidemment. En plus, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'existe pas d'autres livres comme ça, où il y a une telle diversité au niveau des plats et que c'est du sans sucre. Donc, que l'on soit d'Amérique du Nord, Amérique latine, d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, on se retrouve dans ce livre. D'Inde. Est-ce que quand on va utiliser ton livre pour cuisiner, est-ce que c'est très complexe en termes de préparation ? Est-ce que ça va demander... parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très vite. Très vite, ouais. Est-ce que ça demande vraiment beaucoup de temps comparé à juste se faire des pâtes voilà. Il faut cuisiner, ça c'est sûr. J'ai déjà eu des personnes que j'accompagnais qui ne cuisinaient pas du tout et en fait qui réapprennent en fait à cuisiner et à retrouver en fait cet amour de la cuisine. C'est vrai que comme tu dis, tout est dans le fast, tout va très vite et là en fait de reprendre contact avec les aliments, les saveurs, de cuisiner, ça c'est déjà le plus. Maintenant, il y a des ingrédients comme je disais au début qu'on peut se dire où je vais trouver du stevia, de l'érythritol, où j'ai trouvé du psyllium. En fait, ça se trouve en magasin et s'éduquer.
Éduquez-vous. Si vous demandez où acheter ce produit, allez sur Google. Vous allez voir que chez Biocoop, vous pouvez même chez Deleuze. Enfin, il y a plein de magasins maintenant qui nous donnent cette possibilité de trouver tous ces produits. Voilà. Et puis éventuellement, on peut demander un suivi avec toi pour s'éduquer aussi, je suppose. Voilà, oui. C'est pas, moi je le précise vraiment, c'est pas que perte de poids ou juste au niveau de l'alimentation cétogène, hein. Donc il y a des personnes, par exemple récemment j'ai une personne qui n'avait plus été indisposée depuis, ça faisait 6 ans qu'elle n'avait plus été indisposée. Et là, elle a retrouvé ses règles le mois passé. Ça fait 2 mois qu'elle a des cycles réguliers. Et elle en a pleuré parce qu'elle se disait qu'elle ne se sentait plus femme parce qu'elle avait pas ses règles depuis 6 ans. Et juste en changeant son alimentation, en diminuant sa quantité de sucre, ça a réactivé ses règles. Donc l'alimentation, ça va au-delà de ce qu'on met dans notre bouche. Ça joue vraiment sur le psychologique, ça joue sur nos hormones, ça joue sur plein de choses. Et n'oublions pas que, en fait, ce qu'on met, on a ce pouvoir de mettre quelque chose dans notre bouche. Et d'office, c'est action-réaction. Tu mets quelque chose, il y aura quelque chose qui va se passer. C'est comme ça. Et comme Hippocrate disait, que ton premier médicament soit ta nourriture. Voilà. Génial. Ça couvre déjà la question, une des questions que je pose très souvent aux invités qui viennent sur ce podcast, c'est est-ce que vous avez un mantra? Est-ce que vous avez une phrase qui vous... Donc pour toi, c'est ça. Donc que l'alimentation soit votre médicament et que votre Bible soit la cuisine. Cuisiner le monde sans sucre. Cuisiner le monde sans sucre. En tout cas, je ne sais pas si ça sera une Bible, mais au moins ça va vous accompagner et à faire des meilleurs choix, clairement. Super, super. En tout cas, Amanda, merci beaucoup d'être venue. J'aurais voulu avoir beaucoup plus de temps pour discuter avec toi. Donc, on peut te retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres plateformes sur lesquelles tu es présente? J'ai un site internet, Amanda Abakima Nutrition. Donc, voilà. D'accord. Qui est aussi très complet, plein d'informations. Super. YouTube, je commence un peu quand même. Il y a une grosse demande. On me dit, Amanda, on veut du step by step. Est-ce que tu peux faire YouTube? Donc, je vais sûrement commencer. D'accord. Mais c'est vrai que c'est principalement Instagram, Facebook. Voilà. Très bien. Et ton livre, on peut le retrouver où? Sur Amazon? Amazon, la Fnac, Nature et Découverte. Il est vraiment partout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le grand jour. Super. Et donc, il sort aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui le 24 octobre. Ouais. Moi, je suis un peu... le 24 octobre. Donc, vous pourrez le retrouver à partir d'aujourd'hui. À mon avis, les auditeurs vont découvrir ce podcast un peu plus tard. Mais donc, il est déjà disponible au moment où vous allez écouter ce podcast ou le voir. Et dans les pays francophones, en France? Oui, en France, en Belgique, au Luxembourg. On peut le commander même en Italie, en Allemagne. Il va être disponible aussi dans les Dom-Tom et à Montréal. Génial. Bientôt. Super, super. Excellent. En tout cas, très heureux de te connaître, Amanda. Merci d'avoir fait le pas de prendre contact avec moi. En tout cas, je vais, moi, revisiter les recettes que je connais dans ce livre. Je vais tenter le coup, parce que moi, j'aime cuisiner, donc je vais éventuellement tenter le coup. Comme je t'ai dit, mon papa est diabétique, donc c'est un très beau cadeau. Je vais aussi leur faire ce cadeau-là à mes parents pour qu'ils puissent découvrir cette manière de cuisiner. Et très bonne continuation à toi. Merci. Je te souhaite que du succès et peut-être on se retrouvera pour un autre livre. Peut-être. Dans quelques temps. Ouais, mais, si Dieu le veut, en tout cas, ouais. Voilà, et donc à nouveau, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Amanda pour un suivi, si nécessaire, pour une éducation à la nutrition.
Juste pour des chouettes recettes, hein. Pour des chouettes recettes. Voilà. Tu fais pas mal de vidéos d'ailleurs Voilà. Ouais, j'ai ton énormément de Instagram. recettes aussi qui sont disponibles sur mon Instagram Ouais, pour tout le monde en fait. Voilà. super. Mon message, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et les éduquer par rapport à cette surconsommation des sucres. Génial, Amanda. À très bientôt. Merci. Merci à toi.